Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Vous connaissez Biz, bien connu bien sûr pour faire partie du groupe Locolocas, aussi parce que c'est un auteur prolifique. Il vient de sortir un livre assez poignant sur la rupture amoureuse. Et quand je lui ai demandé quelle était la chanson qui résumait le mieux ou qui l'avait inspiré tout au cours de cette rédaction, c'est celle-ci qui est venue. Il se balade dans mes rêves, aussi légère que le soir. Je garde sur mes lèvres ce goût amer d'au revoir. Son doux parfum est ancré. Léandre, mesdames et messieurs, rien de moins. Une vision constructive. J'aurais jamais misé là-dessus. Biz qui dit « J'écoute Léandre ». Écoute, on la connaît, cette tune-là. Oh oui, complètement. Ouais. Elle a marqué beaucoup des années 90. Écoute, les paroles sont fabuleuses. C'est ça, c'est que ça a souvent été « c'est quétaine », mais quand on touche à l'amour et à la peine d'amour, on est dans le quétaine, forcément. Mais pourquoi on dit que c'est quétaine, l'amour? C'est une bonne question. Puis tu sais, c'est pour ça aussi que j'ai utilisé en exergue de chaque chapitre des extraits de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Ouais. Parce que Roland Barthes, c'est un sémiologue. C'est quelqu'un qui s'intéresse au sens du discours. Puis dans les années 70, il s'était aperçu qu'on avait analysé les discours politiques, les discours commerciaux, les discours publicitaires, mais pas le discours amoureux d'un point de vue scientifique. Et lui, il dit, parce que justement, c'était soit c'est le quotidien, c'est banal, c'est quétaine, on s'en occupe pas, c'est pas sérieux, l'amour, en fait. Puis lui, il a dit, d'un point de vue sémiotique, c'est très sérieux. Il y a beaucoup de sens à mettre là-dedans. Fait que son livre, Fragments d'un discours amoureux, parle de ça. Donc, analyse. Et moi, ça donne un cadre d'analyse un peu au chapitre pour un peu déquétainiser, ou crédibiliser le discours amoureux, on pourrait dire. Mais pourquoi c'est quétaine? T'étais conscient de ça, qu'il fallait que tu fasses ça, ou que tu avais ce désir de faire ça? Non, j'avais envie. C'est juste que quand j'étais moi-même, parce que c'est une autofiction, donc quand j'étais au cœur moi-même de cette peine d'amour-là, tu essaies de... T'essaies de garder la tête en dehors de l'eau puis de passer à travers une journée, là, littéralement. Mais tu t'es trouvé quétaine aussi? Ouais, forcément, mais en même temps... Tu t'es dit comment ça fait que je me sens comme de la merde comme ça? Écoute, une peine d'amour, là, ça rentre dans l'art, hein, c'est physiquement, là. Je veux dire, tu perds des livres, là. T'es physiquement, tu dépéris. C'est comme... puis mentalement. En fait, il y a les psychologues disent que c'est à peu près les étapes, la même étape qu'un deuil, en fait. T'sais, au début, t'as le choc, le déni, le marchandage, tout ça, jusqu'à l'acceptation. Puis t'as pas le choix de passer à travers ces étapes-là, dans l'ordre ou dans le désordre. Des fois, tu peux revenir et tout. Puis tu peux pas, justement, comme dans un deuil, en faire tu peux pas dire, là, ça existe pas, tant pis, je fais d'autres choses. Tu peux pas mythifier la personne parce que la personne n'est pas morte, elle est toujours en vie. Et des fois, elle se balade avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors ça, c'est difficile. Ça rentre dans l'art encore plus. Ouais. Mais sinon, pourquoi c'est quétaine? Puis tu sais, ça s'appelle Feu l'amour parce qu'il y a un petit clin d'œil au feu de l'amour, au pluriel, ça, c'est 100% quétaine. Mais l'idée, c'est que le feu de l'amour qui brûle, ça, c'est l'amour parental qui, lui, va toujours être là avec les enfants. Puis feu l'amour, c'est l'acte de décès. C'est l'acte de décès d'un amour qui, dans ce cas-là, est une tragédie parce que c'est inscrit dès le début que ça marchera pas. Parce que la fille est plus jeune, puis si elle veut des enfants, c'est terminé. Tu lui dédies ce livre à Chanel Foucault. Ouais. Qui a signé d'ailleurs l'acceptation de votre histoire publique. Oui, elle a eu beaucoup de classe, premièrement, de me permettre de raconter notre histoire, parce que c'est vraiment notre histoire en très, très grande partie, même si le professeur ce personnage est un professeur d'université, ce que je ne suis pas, mais la dynamique amoureuse entre Achille et Céleste, elle est calquée sur celle de Chanel et moi, et puis donc elle a eu la grâce d'accepter de partager donc elle a carrément signé, là, parce que avec le MEAC, l'éditeur, ça posait des enjeux juridiques même, parce que si tu parles de l'intimité d'une personne sans son consentement, c'est une violation, tu sais. Fait que là, elle a accepté ça, mais non seulement ça, elle m'a aussi donné sa bénédiction, tu sais. Elle a lu le manuscrit, elle a endossé d'une certaine manière, parce que malgré tout le tragique de la fin de notre histoire, ça, c'est ce qui reste de beau. C'est les bleuets qui ont poussé dans les cendres de notre amour décédé, si on peut dire. Oui, et tu dis à Chanel Foucault pour Alice et Louis. Donc, c'est tes enfants. Oui, parce qu'il est question d'amour. Qui ont 14 et 18 ans aujourd'hui. Oui, parce qu'il est question d'amour, d'un amour en couple qui n'existe plus ou qui a existé, et d'un amour paternel pour un père divorcé qui s'occupe de ses enfants une semaine sur deux. Et
dans les villes dit, ces enfants sont un garde-fou, littéralement, pour l'empêcher de basculer quand ça va vraiment mal. Ouais. En même temps, on comprend qu'une des raisons pour laquelle vous n'êtes plus ensemble, pour laquelle Achille et Céleste ne sont plus ensemble, c'est parce que Céleste a ce désir d'enfant et Achille n'en veut pas parce qu'il y en a déjà deux, puis il y a déjà donné, puis ça sera bien assez. Ouais. Et c'est ça dans la vie comme dans ton feu l'amour. C'est quelque chose, ça. Et ça arrive vraiment plus souvent qu'on pense. Ben oui, ça arrive. Ça arrive, les gars de mon âge là, qui ont 50 ans. Des fois, ils acceptent, mais dans ton cas, c'est comme. C'est sûr. Là. Toi, t'en voulais pas d'autre. Dans ce cas-là, il a coupé le canal famille. Ouais. Donc, physiquement, c'est terminé. L'usine est fermée. Ça aurait pu revenir. Oui, c'est ça. Et ça. Vous, les gars, c'est magnifique. Oui, mais c'est ça qui est abordé aussi dans le livre. C'est-à-dire que, puis moi, ça m'est arrivé souvent aussi. Ben oui, mais t'as juste à y en faire un enfant. C'est comme moi, mais si tu dirais ça à une fille dont le gars veut un enfant, on retourne à Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay, là, je veux dire. Oui, mais c'est une autre histoire. Mais il y a des femmes qui en veulent moins ou qui en veulent pas, puis qui le font quand même. Oui, mais est-ce qu'on imposerait la maternité à une femme? Oui. Évidemment, la maternité des femmes est dans la chair. C'est pas la même chose. Un gars, il peut aller semer puis tout ça, mais un bon père, il s'occupe de ses enfants. Il fait pas juste les concevoir ou les garder. Ben, il s'en occupe. Je veux dire, occuper un enfant, là, moi, mon père m'avait dit, quand j'ai mon fils aîné, il dit, tu penses que ça s'arrête à 18 ans, le contrat? C'est un contrat d'une vie. Complètement. Ça dure toute une vie. Le contrat prend fin à la mort d'un des deux. Alors, moi, je trouve que c'est rassurant d'être en couple avec quelqu'un qui est responsable et qui dit, ben moi, puis les enfants que j'ai, ils ont beau être presque adultes. À 18 ans, mon garçon, il habite encore chez moi. Il a encore besoin de son père, de ses conseils. Il a encore besoin de dire, fais ton lit, ferme tes lumières, t'as pas fait ta vaisselle. Il a encore besoin d'encadrement, d'une autorité qui est différente, qui se place différemment, mais toute sa vie, il va avoir besoin de son père. Ouais. Après ça, repartir l'usine avec un autre enfant. J'en connais qui l'ont fait, qui l'ont bien fait pour les bonnes raisons. Il y a plein de gars d'un certain âge. Ouais, puis c'est bien correct pour eux autres. Puis tant mieux, il n'y a pas de bon modèle ou de mauvais modèle. Il y a juste dans un cas, il faut s'écouter soi-même. Puis dans ce cas-là, la décision est déchirante parce que c'est comme, je tiens, tu mets dans la balance, si j'ai pas d'enfant, je perds ma blonde, tu sais. Alors, que t'aimes profondément. Ben oui, c'est pour ça que c'est une tragédie. Parce que la tragédie grecque, telle qu'elle est construite, dès le début, tu sais ce qui va arriver. Dès le début d'Édipe, tu sais qu'il va tuer son père et qu'il va fourrer sa mère. Alors, comment ça va se passer? C'est ça le mécanisme de la tragédie. Donc, dès le début, je veux plus d'enfants. Toi, si t'en veux, pour l'instant, t'en veux pas. Mais dès que t'en veux, bye-bye le vieux monsieur. Alors, c'est inscrit qu'il y a une épée de Damoclès ou une date de péremption au-dessus de la tête de ce couple-là tout le temps. Puis c'est de ça dont il est question dans le livre. T'as jamais remis ce choix, ton choix en question? Oui. Tu sais, après un verre de vin ou deux, quand tu te fais convaincre par des arguments de toutes sortes, tu y penses. Qu'est-ce que ça serait avoir un autre enfant avec une autre femme? Donc, forcément, un mélange de gènes différents. Toi, forcément, tu es rendu plus loin dans ta vie. Donc, comment tu serais comme père? Peut-être plus fatigué, mais plus expérimenté, tout ça. Oui, ça m'est passé par la tête, mais ça a passé par la tête. Après ça, quand tu pèses le pour et le... Puis c'est une décision que tu peux pas prendre à la légère. Je veux dire, on réfléchit plus quand on achète une auto ou un frigo. Là. Alors, quand on met un enfant au monde... Non, mais il faut y penser. Il faut y penser. Est-ce que tu as des enjeux environnementaux? Est-ce que pas du tout. Non? Pas du tout. Hein. Moi, la logique de dire « le monde est fou, ça n'a pas de bon sens. » Hey, aurais-tu vraiment voulu mettre un enfant au monde dans l'Empire romain alors qu'il y avait 1% de citoyens? Alors que c'était le pouce en haut ou le pouce en bas qui décidait. Voilà, et que les citoyens, c'était 10% de la cité. Pendant la crise des années 30, pendant la peste du Moyen-Âge, je veux dire, le monde est fou depuis que le monde est fou. Après ça, nos enfants, on les met au monde dans ce monde-là. C'est le seul qu'ils connaissent. Nous, on est arrivés. Mais t'entendre, ça nous rassure quand même de penser que le monde n'est pas plus fou aujourd'hui qu'il l'a déjà été. Rappelle-toi, t'es à peu près le même âge que moi. Dans les années 80, nous, c'était la guerre froide, la peur du nucléaire. Et puis on va pas dire sur le piton, le sida. C'était épouvantable, là, la peur comme enfant qu'on avait au-dessus de nos têtes. On allait à l'école, on pensait qu'on pouvait pogner le sida, ça a pogné de porte. C'est paniquant pour un enfant de 8 ans. Alors, moi, c'est ces histoires de dire ça n'a pas de bon sens, le monde est fou.
Les enfants, ils naissent dans le monde, ils n'en ont pas connu un autre, puis ils sont adaptés à ce monde-là, puis c'est eux qui vont trouver les solutions pour régler les problèmes. Ce qui m'a frappé dans beaucoup de choses, c'est fabuleusement bien écrit. Tu as des phrases, merci bijoux, beaucoup. vraiment. Je pourrais en lire plein. Ce qui m'a frappé, c'est la sexualité, la sensualité. Ouais. Évidemment, vous avez une grande différence d'âge avec Chanel, avec ton personnage aussi. Et là, puis toute cette sensualité, je sentais le gars qui était complètement là, dans le corps de l'autre. Puis c'est très beau, d'ailleurs. Quand tu parles de la jouissance, écoute, j'avais jamais lu ça comme ça. Ouais. Et c'est vraiment tu parles du fait que dans la jouissance, il y a un oui, là, tu le reconnaissais, en bonne indépendantiste, un oui qui induit un assentiment, pas de jouissance sans consentement, c'est une évidence. C'est un mot à 2 syllabes qui en disent long. J'adore cette phrase. 2 syllabes qui en disent long. Le oui et le sens. Voilà. Oui, dans le sens de j'entends, je jouis que tu jouis. Ouais. Mais c'est très, très gorgé de sensualité. Ben oui. Et est-ce que c'est... Puis là, je me disais, c'est-tu son âge? Parce que tu parlais du vieux monsieur qui tripe sur la jeune fille, qui est pleine de collagène, puis qui est toute gorgée d'amour et de sensualité et de sexualité. Est-ce qu'il y a de ça là-dedans, tu penses? As-tu toujours été comme ça? Ben oui, moi j'ai toujours... Moi, je trouve que une belle femme là, qui est à mon goût physiquement, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans l'univers. Tu sais, l'univers, c'est un agencement de molécules. Là. Ça peut être des planètes, ça peut être des arbres, des dinosaures, ça peut être n'importe quoi. Puis moi, je trouve qu'une belle femme, c'est ce que l'univers a fait de plus beau. En termes de beauté, puis de ce que ça génère aussi, cette beauté-là, physiquement. Tu sais. Parce que le désir... au final, ça nous permet de mesurer à quel point on est en vie aussi. Tu sais, des fois, t'es fatigué, puis là, ta blonde arrive, puis elle peut te ressusciter, littéralement, là. Tu sais, c'est ressusciter avec un cadavre. Avec un string là. puis un petit T-shirt. Exactement, en brassant des cocktails. C'est ça, mais puis moi, ce désir-là, tu sais, Mais sans désir physique, pas d'amour, tu dirais? Ben, c'est un amour... oui, il peut y avoir de l'amour, mais c'est une autre sorte. Tu peux aimer tes enfants sans désir physique, évidemment. Tu peux aimer tes parents sans désir physique, tout ça. Mais l'amour... tu sais, moi, je dis, pour les gars, l'érection, c'est un détecteur de mensonges ou plutôt un détecteur de vérité. Parce que tu peux bien dire à ta blonde, t'es belle, je t'aime, je te désire. Dans le langage, tu peux dire ça. Mais si ça se manifeste pas physiquement... t'es dans la menterie, t'es démasqué dans ta menterie. T'sais. Donc, moi, il y avait quelque chose de... Le désir, pour moi, ça a toujours été... puis ça peut être le désir d'une femme, mais le désir de vivre, le désir d'avoir un bon repas devant soi puis de dire ça va être bon. Avoir envie... Pour moi, il y a quelque chose qui a rapport à la vie, au fait d'être en vie. Les morts n'ont plus de désir, forcément. Et pour moi, c'est presque ce qui détermine si t'es en vie ou si t'es mort, pratiquement, dans ta vie en général. T'sais. Puis après, c'est sûr qu'en parler comme ça... Moi, j'ai essayé, par contre, à la base de ce livre-là... Mais c'est pas un retour d'âge là, que tu nous as fait. Non, moi, j'ai toujours été comme ça. Parce qu'il y a aussi, on parlait du gars de 50 ans, là, soudainement, qui a deuxième famille, deuxième relation, ou troisième, là. Puis là, soudainement, le démon de midi, là, tel que... Non, moi, il a toujours été midi moins ça a toujours été ça. Puis, Ben oui. Puis dans le... Mais j'aurais envie... Je lis ça, puis j'ai envie de dire, voyons, sinon... Et j'ai texté Chanel, juste pour que tu saches. Oui. Puis j'ai échangé avec elle. Oui. Tu sais qu'elle reviendrait en courant si tu changeais d'avis. Ouais, mais... on en a tellement parlé. Puis tout le monde me le dit. Puis je me disais, voyons, il faut que je dise à Biz. Pourquoi il est boqué de même? Parce que, mais la question, là, juste pour dire, tu disais, ça a-tu toujours été le même, le désir dans Locolocaste, dans Manifestif, il y a une chanson qui s'appelle Isabelle et Biz qui parle de... Tu sais, on a beaucoup retenu nos fleurs de lys puis l'indépendance dans notre discours, ce qui est vrai. Dans Le Québec est mort, il y a du Joufflu qui est une toune sur les filles qui dansent. Il y a toujours eu, même quand je faisais du rap, de l'intérêt pour le désir envers les filles, les femmes en général, puis en particulier quand il y en avait une avec moi. Après ça, est-ce que c'est une affaire de vieux monsieur? Peut-être. C'est sûr, on associe souvent la jeunesse à la beauté, mais pas nécessairement. Tu sais, la beauté, ça peut être plein de choses aussi qui génèrent le désir et tout. Puis, il y a certaines filles
femmes d'un certain âge qui peuvent être un peu... Moi, je me suis fait dire notamment, pas encore un autre gars qui tripe sur les plus jeunes puis qui nous le dit. Puis parce qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu frustrant pour une fille d'un certain âge de dire, bon, ben moi, je fais pas partie de non, mais de ton cette amour n'est équation-là. pas anecdotique. Là. Ben, je pense pas. Puis, ton amour est tout sauf anecdotique. Il est profond, il est réfléchi, il est ancré. Puis je pense qu'une femme de 70 ans peut se faire dire des beaux mots par un bonhomme de 70 ans ou 65 ans. Pour ça, il n'y a pas d'âge. Et moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le chagrin d'amour que j'ai vécu, je ne dérangerais pas les gens avec s'il n'y avait pas un travail d'écriture. Ouais. Parce que pour moi, c'est le seul intérêt de venir parler de mon histoire, en fait. J'appellerais pas le 7 jours pour dire « Hey, je suis en peine d'amour. » Puis pour moi, ça serait pas intéressant. Ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est de dire « Bon, voici, j'ai parlé d'une émotion universelle qui est vécue depuis qu'on est sorti des cavernes et peut-être même les hommes de Néandertal avaient des peines d'amour aussi. » Voilà. Et c'est ça que je trouve intéressant. Quelque chose d'universel. Oui, de la bouche et de l'écriture, de la tête d'un homme bien... T'es très ancré dans ce qui se passe dans le maintenant. T'es avec Loco, vous êtes très au fait des tendances aussi. Vous êtes, bon, t'es un gars de changement, tu veux faire que les choses arrivent aussi, que ça soit un projet politique ou autre chose. Je sais que t'es très engagé aussi pour l'autonomie alimentaire. T'es vraiment ancré dans ta société, tu veux qu'elle bouge, tu veux pas qu'elle s'endorme. Et je trouve ça fabuleux aussi de parler d'amour. Parce qu'on n'entend pas les hommes parler d'amour. Non, ça c'est vrai. On n'entend pas beaucoup les hommes. Moi, à cette émission, c'est mon rêve qu'il y ait vraiment beaucoup, que les gars viennent ici en disant « Hey Isabelle, j'ai envie de te dire ça aujourd'hui. Hey, let's go, on se le dit. » Mais c'est vrai. Puis les hommes, en ce moment, depuis un certain temps, on les considère suspects, voire toxiques. C'est tout ce que représente la masculinité. C'est au mieux suspect, au pire toxique. Moi, parce que ceux qu'on entend, ils parlent fort, ces gars-là. Ah, tout à fait. On les entend. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème puis il n'y a pas de toxicité chez les gars. Mais après ça, il y a beaucoup de filles qui disent « Les gars, vous êtes où? Les bons gars, vous êtes où? » Ben, moi, dans ce livre-là, on donne la parole à un bon gars parce que c'est un bon père. Il a essayé d'être un bon amoureux puis ça n'a pas marché, mais c'est pas de sa faute. C'est pas parce que c'est un salaud. Donc, vous êtes où, les gars? Là, il y en a un qui prend la parole. Est-ce qu'on va l'entendre? Est-ce qu'on va l'écouter? Toi, t'es une fille avec qui ça a toujours été le fun de discuter parce que je pense que t'aimes les hommes. Oui. Tu les aimes dans ce qu'ils sont, des fois maladroits, des fois forts, des fois niaiseux, mais tu les aimes. Puis c'est plaisant de venir discuter de tout ça avec toi. Puis les gars, en ce moment, ils se sont fait dire « Fermez vos gueules, là, c'est MeToo, c'est à nous autres à parler. » Puis pas de problème avec ça. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi personnellement. Après ça, est-ce qu'on va fermer notre gueule pendant 2000 ans? Ou à un moment donné, on va pouvoir reprendre la parole sur la pointe des mots, en respectant, avec du respect, tout ça. Moi, ce livre-là, c'est une proposition, justement, tu sais, puis c'est pas du criage dans un micro avec du subwoofer, c'est un livre, c'est vraiment en chuchotant, là, puis on prend le temps de lire si on veut, puis tout. Ça s'intitule Feu l'amour. Il y a beaucoup c'est le fun, c'est des gars qui nous écrivent. Il y a Eric qui dit « Dans les ruptures, j'aimerais inclure les deuils également. » T'en parlais tout à l'heure. La mort d'un proche, par exemple. J'ai perdu mon père, ma mère, mon frère. Ça a été une forme de peine d'amour, complètement. Complètement. Tout à fait. Mais comme tu le disais très bien, la rupture amoureuse, il y a quelque chose de... Moi, je l'ai vécu. C'est un psy qui m'avait dit ça. C'est les étapes du deuil, comme tu disais, sauf que la personne n'est pas morte. Non, d'une part. Et ça, c'est difficile. Et à cause des hosties de réseaux sociaux, elle te ressuscite au visage à tous les jours. Mais faut que tu te débranches. Et dans un mode, je suis bien, je suis dans un bar avec des amis, je danse. C'est ça. C'est la vois vivre. C'est épouvantable. Fait qu'il y a de la jalousie un peu là-dedans. 100%. Puis comme tu dis, c'est plus simple des fois de dire... La vie de cette personne-là est terminée, je peux l'idéaliser dans ce qu'elle a été. Ouais. Alors que de la savoir, puis dans le livre, il dit, savoir qu'un autre va la toucher, qu'elle va rire avec un autre, qu'elle va développer des insights, des jokes, des histoires, un univers. Ben, c'est un couple, c'est un univers, hein, c'est un monde là, clos, là, parfois qui peut être complètement autonome. En pandémie, là, tu peux rester avec ta blonde 3 ans dans un sous-marin. Là. Et là, de savoir que la personne va recréer ça avec un autre et toi, tu ne seras plus dans le coup du tout, ça déchire, là, ça déchire. Ça fait vraiment mal. Oui, ça peut faire mal jusqu'à l'envie du suicide, là, carrément. Tu as pensé, ça? Non. Moi, je suis pas... Et tu as été en petite boule dans ton lit? Oui. Ah oui. Combien de temps, maintenant? Ben, c'était des phases, là...
Quand mes enfants revenaient chez moi une semaine sur 2, là, j'avais pas le choix de me remettre en vie et tout ça. Mais quand mes enfants partaient le dimanche puis que je refermais la porte, là, mon condo, c'était un tombeau. Là, c'était comme... Il y a plus de... Je vois plus sa présence. Je la sens plus. Au détour je sors d'un corridor, je la verrai plus. Je ne l'entendrai plus rire. Je ne l'entendrai plus marcher. C'est le manque physique de l'autre. C'est un sevrage de drogue dure, là, littéralement. Puis c'est ça, c'est vraiment difficile. Puis là, tu vas niaiser sur ton téléphone parce que tu n'as rien d'autre à faire. Puis là, tu apprends que la personne c'est ça, est allée dans un bar où toi t'allais. Alors, les bars, c'est comme on se les a donnés en garde partagée. Celui-là, tu peux y aller, celui-là, tu peux pas y aller parce que c'est moi qui y va. Ben oui. Puis les amis communs Les aussi? amis communs, c'est un problème. C'est un enjeu? C'est un enjeu parce que au début, c'est là, j'aimerais ça que tu revois pas. Puis tu sais, quand tu es en couple avec quelqu'un puis ta blonde, tu la trouves le fun, ben forcément qu'ils se ressemblent, ça semble. Ses amis, ils sont le fun aussi. Ils gravitent autour de ta blonde. Et là, moi, il y a des amis, Chanel aussi, je m'ennuie, on peut-tu se revoir? Faut-tu demander la permission à l'autre? C'est compliqué. Complètement. Ouais. On parlait de tes enfants, Alice et Louis, à qui tu dis c'est pour eux. Est-ce que tu t'inquiètes des relations pour les jeunes? Oui, les jeunes la vérité, d'aujourd'hui? oui. Puis j'ai un gars, une fille. Donc, moi, tu peux pas trouver plus préoccupé par l'égalité des sexes que moi. Moi, je veux les deux. Je veux que les deux aient des possibilités égales. Je veux que les deux s'accomplissent également. Les deux ont des enjeux parce qu'ils sont des gars, parce qu'ils sont des filles en 2024 différents. Mon gars, il faut gérer le Andrew Tate, là. Ouais. Ben oui, parce que lui, là, il y a personne... Il ouvre la télé dans les publicités, les gars, c'est des imbéciles, ils sont même pas capables de partir une machine à laver. Partout, les gars sont des débiles. Mais ou nous, des on a toxiques, juste l'air de ou des violents. frustrés qui sont contrôlants. Exactement. C'est tellement pas le fun. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on veut se faire rencontrer l'homme et la femme? Non. Avec un espèce d'acéphale débile, puis une control freak qui veut bosser le monde? Ça va faire un bon couple puis un bon mélange. Pas en tout. C'est pas comme ça. Alors... Et on pense de façon erronée que ça va vendre des produits. Moi, ça me met de mauvaise humeur. Ben moi, si tu me considères comme un imbécile, j'achèterais pas ta machine à laver, forcément. Après ça, c'est ça. Sauf que tu as raison. Donc, tu vois des graines de petits machos qui poussent. Ben oui, parce que qui leur dit comment ils se valent? Tu sais, mon gars, il est allé à l'école Marquette au hockey. Il a joué au hockey. On a mis sur pied un programme de hockey à l'école Marquette. Ça y a tellement fait bien, le hockey. Là. Tu peux pas t'imaginer. Son coach est un type formidable, Maxime. Un gars qui l'a pris sous son aile au hockey, mais en dehors du hockey, à l'école aussi. Comment ça va les notes? Comment ça va ton moral? Secondaire 4, 5, pas motivé. Absence et tout. Son coach l'a ramassé avec la directrice, puis il a dit, OK, là, Louis, il faut qu'on ait un match à jouer, on n'a pas fini notre Coupe Stanley. Là. Et ça a été le hockey, une gang de gars ensemble qui trippent, qui jouent au hockey, qui se coltèrent, qui se rentrent dans la bande, dans un esprit sportif et tout ça. Mais ils ont besoin de ça, les garçons. Dans le cours d'école, on leur dit qu'ils peuvent même plus jouer au roi de la montagne ou jouer à tag. C'est comme, on leur dit quoi à l'école? On leur dit tout ce qu'il y a de masculin en toi, cache-le, enterre-le, muselle-le. Alors, puis là, d'un autre côté, tu as un Andrew Tate qui dit, hey, c'est correct d'être un gars, c'est correct d'être fort, c'est correct de prendre soin d'une fille. Les femmes ne devraient pas avoir le droit de voter. Non, mais ça... Écoute, tu as mis ça sur les réseaux sociaux, ce gars-là. C'est pour ça que c'est cave. C'est parce que ce modèle-là, il dit aux gars des affaires un peu comme Trump. Il n'a pas tout le temps tort, Trump. Mais Chris qui est dans le champ souvent, par exemple. Puis peut-être c'est ça qui est dangereux. C'est que la base de son message, c'est « Hey, on vous dit que vous n'êtes pas bon, là, mais vous êtes bon. » Valoriser les hommes, c'est une bonne affaire. Mais après, comment il valorise? En infériorisant les femmes. Quel connard. En disant aux gars, faut que tu sois un pourvoyeur, sinon t'es rien. Faut que tu aies des gros bras. Ça, c'est ça qui est... Moi, avec mon garçon, je dois séparer le bon grain de l'ivraie dans ce discours-là de valorisation des hommes. Oui, tu as le droit d'être un gars, tu as le droit de vouloir être fort physiquement, mais pourquoi tu es fort physiquement? Pour protéger ceux que t'aimes, ta mère, ta fille, ta femme, tes amis, puis pas attaquer, pour protéger. Ça, c'est correct. Pour être fort, pour être bon au hockey, c'est correct. Pour être fort, pour porter plein de sacs d'épicerie pour aller nourrir ta famille, c'est correct aussi. Mais pas juste être fort, être généreux, être drôle, être fin, être attentif. Ça fait partie des qualités d'un homme aussi. Puis Andrew Tate, il n'est pas trop là-dedans. Alors, moi, je dois compléter. Tu sais, j'ai regardé des documentaires avec lui sur justement la musculation, tout ça, parce qu'il est beaucoup là-dedans.
Puis, OK, t'as le droit d'être musclé. Moi, quand j'avais ton âge, je pesais 110 livres avec mes clés. J'aurais aimé ça être musclé. Mais ça peut pas. Ça peut pas juste être ça. C'est ça. Tu dois développer d'autres choses que tes muscles, y compris le muscle de l'empathie. Ils l'ont lu? Non, ils lisent pas. Oh, c'est-tu vrai? Mais oui. Arrête! Non! Je sais même pas s'ils savent que... Je voulais bien finir! Non, ils ne lisent pas. Arrête! Ah, mon gars, ça va être... S'il arrive en livre audio, un moment donné, il va le lire. Mais il s'informe où? Il s'informe sur TikTok? YouTube. Ouais. Il est pas con. Un méchant. Il est pas con, enjeu, mais là. écoute... T'as des enfants d'écrivains qui ne lisent pas. Là, on est rendu... C'est plus le cordonnier mal chaussé, là, c'est le cordonnier qui jatte. Là. Wow. Fait que ça, c'est peut-être l'objet d'un autre roman. Va falloir oui, exactement. Va falloir que tu reviennes en parler de ça parce que là, on vient de mettre le doigt sur quelque chose quand même. Là. Biz, on va se laisser sur la mémoire de Lokalocas. Le mémoire, pardon, de Lokalocas. Ah, moi, n'importe quelle raison pour faire jouer vos tonnes. Oui. Merci beaucoup. Ça Je va faire rappelle, plaisir. Feu l'amour. Allez vous procurer ça. C'est magnifiquement illustré d'abord, la page couverture. Oli Corneau, un grand peintre, un ami qui a fait une super toile. Ouais. Merci, Biz. Plaisir. Quand tu sonnes chez vous, écrissez-moi patience. Moi j'ai pas dans la science, j'encense la conscience, c'est la désobéissance. Puis j'écarte pas personne avec l'évolution de l'homme. La pomme Isaac Newton ou le gramophone des